la France-Afrique est une construction savante, complexe et intégrée pour continuer, et de l'Afrique équatoriale en particulier, par une somme de mécanismes. Et j'étais en train de dire que le premier mécanisme, le premier pilier, c'était la culture. Et au niveau de la culture, ils ont commencé par la langue qui est son véhicule. Et vous voyez que par la suite, il y a eu la francophonie. Et la francophonie... Avec l'OIF. Absolument. Et si on doit rappeler rapidement les fondateurs, les impulseurs de ceci, s'il faut aller d'abord voir quelqu'un comme Amani Diori, il faut aller voir quelqu'un comme Senghor, il faut aller voir, il faut aller puiser la source et la motivation dans ce qu'ils ont appelé, ce qui est apparu à un moment donné comme étant l'euro-africisme. Et l'euro-africisme, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Guernier en 1927, et c'est très, très, très éloquent, parce que ça a fini, c'était la base de ce qu'on voit aujourd'hui comme étant la servitude, la base de la servitude volontaire. Vous prenez quelqu'un comme Lamine Diaye qui dit qu'en fait, il ne voit pas comment les Africains peuvent vivre en dehors effectivement de la France. Et que c'est une folie carrément de dire que nous voulons effectivement de l'indépendance. Et à son compatriote Senghor de renchérir pour dire qu'il préfère rester dans l'empire français. Écoutez bien, des sujets de l'empire français. Ce qui veut dire que on avait fini par créer cette mentalité au niveau de l'élite que nous ne pouvons pas. Donc c'est pas étonnant, je fais un parallèle, c'est pas étonnant que vous voyez aujourd'hui des gens qui, face au mouvement de libération, au mouvement de création de la souveraineté, la conquête de la souveraineté, des nationaux se retrouvent effectivement en Afrique, au Burkina, au Niger, partout, pour fuir, se retrouver à Abidjan, en France, etc., et continuer à être des maillons de l'exploitation, de maillons de l'information. Mais c'est... Non, mais je voudrais finir. Oui. Ça, c'est d'abord au plan, effectivement, culturel, et même au plan culturel, ce n'est pas fini. Il y a la langue. Et à côté de la langue, il y a eu quoi? Les formations. Mais prenez un ingénieur que l'on forme à l'EIR, ici, issu effectivement d'un pays de la sous-région. À la fin, on lui dit, de sa formation, on lui dit, vous allez avoir une bourse qui est financée effectivement par la France. Souvent, les gens perdent de vue que c'est la Chambre de commerce française qui sort effectivement ses contributions pour permettre effectivement à ses étudiants, finissant, d'aller en France et visiter quoi? Visiter les industries desquelles ils sont susceptibles de commander du matériel. Si bien que, quand ils se retrouvent effectivement en train de concevoir une unité d'AEP, ils n'ont d'outils dans leur tête que les outils français. Et ils n'ont de contact que les cartes de visite de ceux qui effectivement les ont reçus, accueillis et présentés. Mais c'est un système très perfide, intelligent, et qui finit par faire croire aux Africains, acquis à cela, qu'ils sont indépendants. Et que ce qu'ils font, ils le font effectivement par eux-mêmes, alors que c'est cultivé. Et il y a le plan militaire. Et au niveau du plan, mais je vais citer le roi du Maroc, qui parle de l'indépendance dans l'interdépendance. Absolument. En fait, c'est la liberté du pigeon dans la cage. La cage est bien construite, avec des mailles. On sait effectivement que les mailles ne permettent pas au pigeon de sortir et que la porte, on laisse dedans, tu es libre. Non, il faut que les Africains, et je continue, parce que ça c'est un appel qui peut venir par la suite, il faut que nous présentons effectivement le mécanisme. Et il y a au plan militaire ce qu'ils ont appelé la coopération technique militaire, qui était issue du gros vocabulaire de la coopération générale. Et la coopération technique militaire, c'est quoi? C'est vous truffer d'argent de renseignement à tous les échelons, effectivement, de votre organisation, de votre unité militaire, qui leur permet de savoir, de vous suggérer tout ce qu'il faut faire et de continuer, effectivement, le contrôle. Ce n'est pas pour rien que, personnellement, j'ai salué la rupture de certains accords qui, sans cette rupture, nous ne pouvions même pas espérer avoir une intelligence propre à nous pour envisager n'importe quel combat. Et il y a dans cette coopération militaire tous les accords léonins pour ce qui est
de l'achat des armes. Vous ne pouvez acheter des armes quelque part que si nous ne pouvons pas vous fournir. Et à côté de cela, il y a tout le mécanisme économique. Et dans ce mécanisme économique, il y a la monnaie qui est centrale. Et la monnaie étant centrale, vous savez que le CFA n'a jamais changé de nom. Le CFA est toujours resté le franc des colonies d'Afrique. Seulement, puisque les citoyens commencent à comprendre, il faut trouver toujours un peu de la coloration, un peu de la poudre pour les empêcher le grand maximum de voir. On dit, maintenant c'est le CFA. Mais le fond qu'il faut voir dedans, c'est le mécanisme par lequel ils maintiennent et contrôlent nos réserves de change, qu'ils appellent effectivement un compte d'opération. Et dans ce compte d'opération, et c'est important de préciser cela parce que c'est complexe, mais il faut simplifier. Au niveau du compte d'opération, lorsque un pays X est positif, qu'un pays Y est positif, quand un pays Z est négatif ou tout juste, on ne récupère pas quelque part en France de l'argent. On récupère seulement le plus de ces pays que l'on revient prêter aux autres. Donc c'est de l'argent africain, souvent de la même zone, que l'on prête. Et ça amène encore sur le plateau le problème de la dette, qui est un autre élément de la monnaie de l'économie par lequel on nous contrôle par notre propre argent. Tellement de manifestations de la France-Afrique, je ne vais pas vous couper, mais je vais donner la parole à M. Siaka. Voilà, la France-Afrique qui se manifeste sur plusieurs plans, au niveau militaire, au niveau économique, culturel et même politique, M. Coulibaly. Oui, absolument. On l'a déjà évoqué et on ne finira pas de l'évoquer. Il y a tellement de matière sur ce sujet. Sur le plan politique, toute la période post-indépendance des pays africains francophones, a été justement ces histoires, ce que certains journalistes français ont appelé les affaires africaines, et que vous pouvez lire dans certains ouvrages, certaines chroniques, où on voit comment la classe dirigeante française contrôle de très près celle des pays africains également, en sélectionnant certains membres des partis politiques, en sélectionnant les présidents qui vont être mis à la tête des pays africains. Mais dans le cas de la France, et c'est là où on parle justement France-Afrique et asservissement, c'est que la domination ou le contrôle allait très loin, hein, jusqu'au niveau, je peux dire, le niveau le plus bas des administrations. Hein. Il n'était pas question qu'un agent public africain exprime des velléités de libertinage politique, d'idées qui rompaient avec l'ordre établi. Il était tout de suite sanctionné, voire même écarté totalement de l'administration publique. Donc, ça a toujours été comme ça. C'est un mécanisme, disons, complexe qui était en place, qui partait donc du contrôle militaire, oui, et pour assurer les autres contrôles économiques, l'exploitation de nos richesses et cette exploitation politique qui s'adossait à une acculturation, c'est-à-dire la transformation des sociétés africaines, francophones, donc d'Afrique francophone, selon le modèle social français. Et plusieurs éléments. Il y a d'abord la religion. Il fallait être un bon chrétien pour pouvoir gravir les échelons de la société et dans l'administration publique ou la politique, ou les entreprises d'ailleurs. Il fallait consommer du vin. C'est-à-dire qu'on définissait un profil dans lequel il fallait se mettre pour pouvoir bénéficier d'avantages qui, somme toute, n'étaient pas venus d'ailleurs, qui sont les mêmes avantages de notre propre pays. Donc, cette France-Afrique, ça a été vraiment, il faut le dire, un crime dans l'histoire qui reste à régulariser,
en termes de comptes. Ça dit que tôt ou tard, il va falloir faire les comptes, comme on le dit, c'est-à-dire évaluer les souffrances, les violences, les pertes subies par les territoires africains devenus indépendants après, et puis demander des comptes à qui des droits, à savoir à l'État français, pour des indemnisations. Pour vous rappeler que quand on a arrêté l'esclavage, les détenteurs, les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés. Oui. Voilà. Et je crois que c'est l'origine même du franc CFA. C'était comme ça. Donc, comme ils ont été indemnisés pour avoir perdu des biens, puisque les esclaves noirs étaient considérés comme des biens meubles. C'est comme ça que c'était écrit dans leur statut juridique. Donc, il a fallu les indemniser. Et nous, on reviendra là-dessus pour dire, bon, il y a eu pas mal de dégâts ici. Je ne reviens même pas sur la colonisation, ou des épisodes sanglants. Vous vous rappellerez l'épisode sanglant de la colonne Voulet-Chanoine, de triste mémoire qui a vraiment, je dirais, blessé dans le fond les territoires africains du Sahel, à partir du Tchad, du Niger, le Burkina Faso, le Mali et autres. Mais cette colonne a aussi révélé des aspects tristes de notre histoire, quand on se rend compte, en épluchant donc les archives, que la colonne faisait 1500 personnes, les militaires, il n'y avait que 8 Français. Et tout le reste, c'était des Africains qui avaient été enrôlés et qui étaient servis pour tuer leurs propres frères. 8 Français seulement. C'est-à-dire que les 1200 soldats africains auraient très bien pu se débarrasser d'eux et ne pas servir donc de bras armés aux violences qui ont été apportées. Donc toute cette histoire reste à documenter d'abord, mais ensuite à formuler des requêtes qui vont en tout cas être requises, demandées à la France, comment on appelle, des indemnisations doivent être faites. Peut-être que les familles africaines ne pourront plus être identifiées parce que le temps a coulé, mais les États africains vont recevoir cette indemnisation-là. Et quand on parle de la France-Afrique, il y a un nom qui réjaillit tout de suite, celui de Jacques Foccart, Monsieur Afrique, oui, qui a œuvré toute sa vie pour pérenniser les intérêts de la France. Bien entendu. Effectivement, c'est le monsieur qui a conçu le dispositif fin qui a servi au général de Gaulle à tisser sa toile sur ces territoires qui étaient supposés devenus des pays indépendants. Et Jacques Foccart, donc, était le cerveau qui concevait donc les dispositifs pour chaque pays. Et il avait des connaissances sur les Africains, les connaissances qu'ils avaient déjà réunies pendant la période de la colonisation, à travers ce qu'on appelait les explorateurs. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances sur nos pays, sur nos territoires. Quand vous voulez les découvrir, il faut que vous répartiez dans les travaux des colonisateurs français. Et vous avez Maurice Delafosse, le capitaine Benger. Si vous lisez les archives du capitaine Benger, vous aurez plein de détails sur les groupes africains. Les comportements, les us et coutumes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc, ils avaient toutes ces données sur les peuples africains, ce qui a facilité que Jacques Foccart puisse mettre en place les dispositifs. Et il conseillait le général de Gaulle, qui faisait semblant d'aimer les Africains, après avoir profité d'eux, puisque, si vous ne le savez pas, l'armée qui a servi au général de Gaulle à libérer Paris, c'était une armée purement africaine que le commandant Eboué, Félix Eboué, avait donné comme troupe au général de Gaulle. Composé de tirailleurs sénégalais. Voilà, qui avait servi donc à faire cette libération-là. Donc, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il ne serait même pas utile pour nous de rappeler cette histoire sans avoir encore ouvert le chapitre de qu'est-ce que nous faisons en ce qui concerne la France-Afrique. Moi, j'aurais préféré qu'on documente encore sérieusement l'épisode et formuler
les processus qu'on allait engager là-dessus, parce qu'il y a beaucoup vraiment à dire, et il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore documentées. Et bientôt, certainement, en fonction des politiques qui vont être mises en place, oui, on verra comment régler ces questions-là. En attendant une prise de conscience des peuples africains, Monsieur Nadambera, vous avez... Non, je voulais juste compléter parce que vous avez évoqué un nom, Jacques Foccart, oui, qui caractérise vraiment la France-Afrique. Lui, il a précisé que c'était l'un des fondateurs. Mais il y a des noms aussi. Si vous prenez effectivement un Bob Denard, il faut que les jeunes aujourd'hui sachent que la France a toujours... Ils sont en train de parler aujourd'hui, et on va en parler, de nommer un monsieur un général Afrique. Oui. Mais ils avaient aussi leur bonhomme Afrique, qui était Bob Denard, un mercenaire qui aidait à faire des coups d'État commandités officiellement, sans que la France elle-même porte la responsabilité. Donc, c'est dire que ce n'est pas nouveau. Et Foccart a fini en 1974 son premier mandat, avant d'être appelé par la suite et d'être remplacé par Guy Pen. Et Guy Pen, les Burkinabés le connaissent très bien, surtout ceux de ma génération, à partir de la gifle du 17 mai qui a été infligée au Burkina, à la Haute-Volta à l'époque, par l'organisation de l'arrestation du président Thomas Sankara. Et le sommet de Vittel rappelle encore, parce que lorsque Thomas Sankara est parti au sommet de Vittel, c'est Guy Pen qui, sans être ministre, s'est retrouvé pour l'accueillir. Il a porté officiellement une plainte pour dire effectivement qu'il n'était pas celui qui devait effectivement l'accueillir. Quand il est revenu ici, pour dire comment les Burkinabés suivaient et étaient engagés, ils l'ont accueilli et acclamé pour cela. Et toujours pour ce qui est effectivement du sommet de Vittel, vous rappellerez qu'il a exigé, il a demandé que des mots africains intègrent effectivement le français, la langue française. Et il lui a été refusé que cela se fasse. Parce que, pour prendre un exemple, il y avait les Kiti, les rabots, parce qu'on avait choisi ici, voilà, on avait choisi ici de faire en sorte que notre système judiciaire soit revu pour sanctionner les vols crapuleux, les détournements de deniers publics, tous les actes de mauvaise gouvernance. Et s'adapter à nos réalités. Et pour ça, vous ne pouvez pas, et c'est ce qui fait l'agitation aujourd'hui dans le système judiciaire, vous ne pouvez pas utiliser le code napoléen pour dire effectivement que vous allez régler les problèmes africains, régler les problèmes burkinabés, régler les problèmes du Sahel. Et vous trouverez toujours des barrières parce qu'on dira, faites effectivement la preuve que si. Et à l'époque, c'était non. On ne peut pas effectivement l'accepter. Mais au Burkina, on l'a appliqué. Ça veut dire qu'il faut une volonté nationale. Il faut mobiliser, mais nous en parlerons lorsqu'on arrivera à la question, que faire? En tout cas, je disais qu'il y a une véritable prise de conscience des peuples africains. Et le premier rejet se matérialise par la présence des troupes militaires françaises sur le territoire africain. Il y a eu plusieurs manifestations dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina y compris. Comment vous analysez, M. Bayala? Oui, cette prise de conscience, elle est inévitable parce que le projet civilisationnel porté par ces chantres du bien-être africain s'est révélé manquer tous ses rendez-vous. Et dans son propre schéma de déroulement, on se rend compte que la France-Afrique est devenue un système politique, militaire, intellectuel, culturel et empruntant les différents segments du cinéma, de la littérature. C'est toute une intelligence, comme il le disait, tellement infuse, pernicieuse, perfide, qui n'est pas très agressive, mais qui a fini par éclater au beau jour par le caractère d'accord
10 secrets qui ont bénéficié de l'omerta de tous les médias, de tous les systèmes de communication, et avec les réseaux sociaux, avec la digitalisation et l'ouverture de la jeunesse à des sources d'information qui ne sont plus le monopole des médias, qui sont, on le disait à l'émission passée, la parole mesurée et celle désirée par les pouvoirs centraux, les intérêts économiques et industriels. Là, on assiste à une libéralisation et on se rend compte qu'au fait, on a une sécurité nationale qui est une sécurité sous-traitée à l'oppresseur, au bourreau. C'est-à-dire que nous voulons avoir un système de défense, mais ce système de défense est laissé aux humeurs et à la merci de quelqu'un qui travaille quotidiennement à nous désorganiser. On évoquait la parenthèse des partenaires, comment on les appelle encore, les agents, les coopérants militaires, qui épiaient toutes les administrations de défense, alors que la défense d'un pays relève de quelque chose d'intime. Et aujourd'hui, on regarde le Grand Sahel qu'on a annoncé venir libérer avec des troupes portant des noms variés, Sabre, Barkhane, Opération Sangariste en Afrique centrale, Opération Licorne en Côte d'Ivoire. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une force armée qui joue un double rôle. Un premier rôle pour sécuriser les amis de la France, et avec la consécration des monarchies démocratiques, dont l'un des survivants est M. Ouattara, en Côte d'Ivoire, qui se donne une telle liberté de mandat et qui n'est pas inquiété parce que lui, il est dans le giron, il préserve. Et donc, quand vous êtes ami de la France-Afrique, ce système, avec les Bob Denard, permettent, et souvent même la France a déployé des officiers pour venir aider à la sécurité de régimes en Afrique qui entretenaient leurs intérêts. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, les lanternes de la démocratie, de l'alternance, la France en a un profond mépris. Elle peut, de façon cyclique, organiser des mascarades électorales en faisant en sorte que la voix du peuple soit une voix qu'on arrache pour les intérêts. Et les bases militaires qui étaient censées aider à des projets de sécurité de l'Afrique se retrouvent à consolider des dictatures démocratiques. La dictature de M. Blaise Compaoré, consolidée avec des oripeaux comme médaille de la Légion d'honneur donnée aux officiers ayant les mains les plus ensanglantées, qui ont tué et qui ont massacré notre peuple avec le crime ultime du 15 octobre 1987, se retrouvent promus et élevés. Et de l'autre côté, vous avez cette même armée qui, chaque fois qu'il y a un leader politique africain qui pense aux intérêts primordiaux de son peuple, alors on crée une forme d'opération de maintien de la paix. On habille toujours avec les mots convenables, opération pour la démocratie, c'est pour restituer les droits de l'homme. Et avec ça, l'opération Licorne va aller jusqu'à opérer à la place de l'armée régulière ivoirienne pour envoyer Gbagbo à la CPI. Et à partir de cela, la jeunesse, elle observe. Et elle se pose des questions sur les missions réelles de ces forces armées hyper équipées qui stationnent dans nos pays, dans les forêts équatoriales comme dans les Sahel. Et pour la lutte contre le terrorisme, je pense que c'est ça qui a sonné le glas du désamour et de la réalité que sont ces forces néocoloniales de domination de l'Afrique. On se rend compte qu'il y a deux choses qu'on peut lier. Plus les forces militaires de maintien ou de contribution à la paix dans nos pays, plus elles sont augmentées en effectifs, en technologie militaire, plus le terrorisme qu'ils sont censés enrayer prenait de l'envergure, son atrocité augmentait. Le territoire malien où il était confiné jusqu'en 2012, toute cette coalition internationale n'a pas pu le contenir au Mali. Il s'est déporté au Burkina Faso.
Le Burkina, avec une grande partie de son territoire. Donc, la jeunesse se pose des questions, les citoyens africains se posent des questions sur les résultats, l'efficacité de telles options, à quelle finalité ou à quel projet politique ils participent. On découvre de façon flagrante que avec certains agissements où ils sont pris en flagrant délit, on rappelait une fois le ministre de la Défense du Burkina interpellait l'attaché militaire de l'ambassade de France parce qu'ils ont été pris en flagrant délit de fourniture d'informations tactiques et stratégiques à l'ennemi qu'ils sont censés combattre. Lorsque ces informations arrivent sur la place publique, rencontre les intuitions, ce que la grande élite aliénée avait appelé le délit du complot. On disait que c'était des propos infondés parce qu'on voyait le complot partout, se retrouvent être des informations qui viennent de voies institutionnelles, qui sont épuisées de cette arrogance et de cette propension à vouloir maintenir sous coupe réglée nos pays. Et je pense que cela s'est construit avec une ressource africaine qui a été acculturée profondément, qui ne jure que par la suprématie blanche que les médias, que l'école, que les centres et les laboratoires, les différents instruments de reproduction, d'éducation ont installé. Les médias, l'école africaine postcoloniale va renforcer l'idée d'une Afrique lâche, incapable, qui n'a jamais rien inventé ni marqué qualitativement l'humanité. Et de l'autre côté, la suprématie et l'hégémonie culturelle, l'hégémonie politique, l'hégémonie économique. Sinon, en un mot, l'hégémonie occidentale. Et aujourd'hui, on ne peut plus piéger les peuples africains avec cela. C'est ce qui fait que les armées occidentales dans nos pays ont été remerciées avec une onction populaire à laquelle les dirigeants les plus lucides ont donné écho, alors que d'autres dirigeants semblent encore ignorer cette tendance qui exige que nous reprenions en main notre destin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.